Vision softly creeping. Voilà, aujourd'hui à Hong Kong, eh bien, je vais te faire une vidéo où je te dirai où est-ce que moi j'investirai mes premiers euros en fonction de mon profil d'investisseur et si j'avais 20 ans, 35 ans ou 50 ans. Comme d'habitude, bien sûr, c'est pas des conseils financiers, c'est juste en fait des exemples et à titre éducatif. Alors, pour commencer, je dirais que je vais d'abord utiliser en introduction une référence à L'homme le plus riche de Babylone, comme j'ai fait une vidéo dessus au tout début de mes premières vidéos, et sur lequel en fait je voudrais te rappeler deux principes. Le premier principe, c'est que dans L'homme le plus riche de Babylone, Arcade dit qu'il faut d'abord se payer en premier, et ça c'est la chose la plus fondamentale, c'est-à-dire que tout l'argent que tu gagnes est à toi en fait de conserver plutôt que le dépenser et d'enrichir quelqu'un d'autre. Donc ça c'est la première des choses, c'est se payer en premier. Et le deuxième principe, c'est de faire grossir en fait son porte-monnaie, et pour ça lui il indique un minimum de 10% de tes revenus que tu gardes pour faire grossir ton porte-monnaie. Alors ces 10%, tu peux effectivement soit le faire en espèce d'économie forcée, soit de le mettre de côté sur un compte manuellement, mais c'est vraiment important de respecter ces deux principes-là. Voilà, alors ensuite pour ce qui est du step by step, je dirais que en tant qu'investisseur amateur, la première des choses qu'il faut faire, c'est en fait se créer un matelas de sécurité. On dit que ça peut être 3 mois, moi je serais plus sur 6 mois, voire 1 an. C'est juste les dépenses auxquelles tu n'aurais pas pensé, qui peuvent arriver comme ça de façon abrupte, comme je dirais ton frigo qui pète, la chaudière qu'il faut remplacer, la voiture qui a des dépenses qui étaient imprévues. Tout ça en fait tu peux pas investir de l'argent si ensuite le jour où tu as besoin de 100 balles, 200 balles, 500 balles, en fait tu peux pas les avoir parce que ça te grève le plan d'investissement, soit ça te l'annule, soit c'est pas cohérent. Voilà, donc la première des choses, c'est le matelas de sécurité. Ce matelas de sécurité, en plus, il répond bien au principe de L'homme le plus riche de Babylone, qui est celui de faire grossir son porte-monnaie. La deuxième des choses, c'est définir en fait quel type d'investisseur tu es. Et il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est le risque. Et en fait, c'est l'aversion au risque. L'aversion au risque, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste dire à quel point ça t'affecterait si tu venais à une perte totale en fait de ton investissement. Si à cette réponse tu dis mais moi ça me rendrait dingue parce que c'est les économies de toute une vie et c'est ce que je comptais pour avoir un petit pécule quand je vais à la retraite, eh bien effectivement tu vas avoir un profil qui va être différent de celui qui va te dire ouais moi c'est de l'argent que j'ai économisé, j'ai eu de la chance de pas utiliser et si je venais à le perdre, tant pis quoi. Ainsi est faite la vie. Et eux ils ont des profils complètement différents. Bien évidemment, si tu es marié, si tu es célibataire, si tu es divorcé, si tu es veuf, ça va rentrer en compte, ça va pas être la même type de risque que tu vas avoir. Si tu es cadre moyen, cadre supérieur, si tu es juste smicard, effectivement, pareil, ça va rentrer en compte. Ça dépend également de ta stratégie. Est-ce que tu veux chercher à générer du revenu? Est-ce que tu veux créer du patrimoine, du rendement? Et tout ça, ça rentre dans ce que j'appelle moi le risque. Ensuite, le deuxième, c'est le temps. Le temps parce que tous les grands investisseurs disent qu'il ne sert à rien d'essayer de timer le marché, il faut être le plus longtemps en fait dans le marché. Et donc ça forcément, le temps que tu vas utiliser pour faire tes investissements aura des répercussions sur le type d'investissement que tu vas faire et aussi le rendement que tu vas chercher à créer et également ce que tu vas essayer d'obtenir à terme. Effectivement, quelqu'un qui commence à 20 ans et qui va rester un minimum de 42 ans dans le marché, lui il va pas avoir les mêmes rendements et les mêmes efforts d'épargne à fournir que celui qui va rentrer en fait dans le marché d'investissement et qui aura déjà 50 ans. Voilà, donc ça c'est quand même important. Pourquoi? Parce que
on part toujours du même principe, c'est qu'on va utiliser des intérêts composés. Donc la recette des intérêts composés, on s'aperçoit que sur 1 ou 2 cycles, en fait, il ne va rien se passer. En règle générale, c'est aux alentours de 4, 5 cycles et au-delà que la magie va commencer à s'opérer. Donc effectivement, si je rentre dans le marché et que j'ai 20 ans, 25 ans, je vais voir la magie des intérêts composés commencer à s'opérer. Bien évidemment, elle aura fait que de croître de façon exponentielle, alors que quelqu'un qui aura 50 ans et qui veut essayer de générer un petit pécule pour la retraite à 62 ou 65 ans, eh ben lui, il va juste voir le début du décollage en fait des intérêts composés. Alors je voudrais te citer 2 personnes. La première, c'est l'histoire d'un type qui était smicard, qui travaillait à UPS et qui a commencé à 20 ans là-bas. Il travaillait dans le hangar de UPS et il gagnait aux alentours de 1200 $ US par mois. Mais en fait, ce type-là, il avait tout compris parce que il s'était forcé à mettre, lui, 20% de ses revenus, comme une espèce de taxe, en investissement qu'il avait mis en bourse à 65 ans. Et bien, ce type-là avait 70 millions de $ US sur son portefeuille. Alors, c'est un exemple qui démontre juste que ce que dit l'homme le plus riche de Babylone, ça fonctionne. Et Warren Buffett et Peter Lynch, également Ray Dalio, enfin, on peut nommer tous les super investisseurs. Le deuxième exemple dont je voulais te parler, c'est de Monsieur Hallam, qui est en fait un Canadien, un professeur des écoles ou instituteur, comme tu préfères, qui a commencé à l'âge de 19 ans, quand il travaillait justement dans un entrepôt, à mettre un petit peu de côté. Et à l'âge de 32 ans, en fait, il était millionnaire. Et à l'âge de 32 ans, il s'est dit « Oh là là, mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire un petit peu plus ?» Et comme il était canadien, il est parti enseigner notamment à Singapour, à Hong Kong et au Moyen-Orient. Et là, bien évidemment, en étant avec des contrats expatriés et en ayant une fiscalité qui était quand même à son avantage, en fait, c'est juste devenu un monsieur, une référence qui d'ailleurs écrit en fait des colonnes, et des articles dans un journal financier national au Canada. Donc voilà, en fait, c'est juste en s'appuyant sur ces 2 exemples-là, j'ai dit que quand même le temps est de ton côté. Alors maintenant, prenons les 3 types d'investisseurs et si j'étais ces investisseurs-là. Eh bien, dans un premier temps, si j'avais 20 ans et que je cherchais à investir 100 balles par mois, 150 balles, et que j'ai pas trop envie de me casser la tête, honnêtement, moi je mettrais ça dans des trackers. Je vais sur une plateforme telle DeGiro, eToro, enfin tu peux les prendre, ou Interactive Broker. Et en fait, je m'y intéresserai pas trop. Je me dirais, moi je prends les trackers au niveau du monde. Je prends un tracker qui me fait le monde entier, 1600 ou 3000 compagnies à l'intérieur. Ça adresse le panel de tout ce qu'il y a sur le marché, que ce soit marché émergent, pas émergent. Et puis je mettrai par exemple un truc décorrélé comme 5% de portefeuille avec un ETF en or. Voilà. Et puis j'alimenterai ça. Voilà. Si j'avais 20 ans, que j'avais pas trop envie de m'en occuper, c'est ce que je ferais. Si j'avais 35 ans et que j'avais 1000 balles à investir, là, ce que je ferais, c'est que j'irais peut-être chercher dans des actions parce que j'aurais besoin de chercher un petit peu plus de rendement, un peu plus de performance. Et donc, ce que je ferais, c'est que je pense que je mettrais 70%, donc c'est-à-dire 700 $ sur des actions individuelles que j'irais chercher, me renseigner vraiment en appliquant la simple règle des 4 M. Et je mettrai 30% sur un ETF en obligation pour essayer de stabiliser, de sécuriser un petit peu le portefeuille. De l'or, je pense pas que je mettrais de l'or initialement et ensuite je verrai. Si j'avais 50 ans et que là j'avais une aversion au risque qui était élevée, j'irais sur une plateforme effectivement comme on peut citer eToro, et là je prendrais 50% de mon portefeuille et lui je l'investirais par exemple sur de la cryptocurrency. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de volatilité, certes, mais cette volatilité elle peut être à la hausse ou elle peut être à la baisse. Et donc ce que je ferais, c'est qu'il y a une facilité quand même d'achat et de revente. Ce que je ferais, c'est que j'achèterais par exemple des cryptos et quand je me ferai des plus 30% ou 40%, en fait, je ferai ma prise de bénéfice, et cette prise de bénéfice là,
eh bien, je l'injecterai ensuite avec les 50%, donc les 500 € que j'aurais mis en fait sur des trackers à 25% en tracker sur du marché américain parce qu'il représente 51% de la capitalisation des marchés en actions et 50% sur un tracker en obligations mondiales. Voilà, et donc je ferai mes prises de bénéfices comme ça et je laisserai en fait les cryptos monter, descendre en me disant ben oui mais il faut quand même que je cherche de la performance et j'ai plus de temps en fait vraiment d'être dans le marché. Voilà, si j'avais une aversion au risque qui était très faible, bah, je ne me casserais pas la tête. En fait, je mettrais tout directement sur un tracker d'obligations pour ce qui est et d'une répartition mondiale. Comme ça, ben, en fait, quand on voit que les rendements aux États-Unis sont un petit peu à la hausse, que tout le monde appelle à la crise et qu'en Europe c'est pas le cas, et ben je stabiliserai comme ça en me disant je vais essayer de moyenner à 3%, ben d'accord, c'est pas génial mais bon au moins je suis sûr de pas perdre mon argent. Voilà. Ça c'est pour, je dirais, du portefeuille financier. Si maintenant je cherchais à avoir de l'investissement passif, donc si je faisais de l'investissement, j'avais 20 ans, je faisais de l'investissement, je cherchais à faire de l'investissement passif, moi je chercherais à faire du dropshipping, je chercherais à faire peut-être des channels YouTube, des podcasts, pour essayer en fait de générer de la souscription. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours cette histoire de temps qui est en ma faveur. Donc peut-être que ta chaîne ou ton podcast ou ton dropshipping, ça va pas fonctionner initialement et puis ça va te prendre un petit peu de temps pour réajuster avec tes publicités, je ne sais pas moi, sur Facebook, mais le temps est vraiment de ton côté et donc du coup tu verras peut-être les fruits au bout de 1, 2, 3, peut-être 5, 10 ans, je ne sais pas, de cet investissement passif. La deuxième des choses, c'est que je chercherai peut-être à utiliser mes 1000 balles comme un petit apport initial pour un petit appartement, un studio que je mettrai en location meublée avec un achat en nom propre. Pourquoi ? Parce que justement j'ai toujours le temps de mon côté et prendre un crédit sur 25 ans, ça grèvera pas grand chose et puis il y a des mécanismes dans l'immobilier qui peuvent permettre en fait de mettre le pied à l'étrier. Voilà. Si j'avais 35 ans, pour ce qui est des investissements passifs, peut-être oui, du podcast ou une chaîne YouTube, définitivement je ferai de l'investissement immobilier et dans un premier temps effectivement je pense que je resterai avec du nom propre en LMNP et puis dès que j'aurai atteint le seuil critique des 23 000 € ou proche des 23 000 €, je basculerai sur par exemple de la SCI. Si j'avais 50 ans, là au contraire, je ferais que de l'immobilier et je ferais de l'immobilier avec une idée justement de facilité de transmission en fait, et donc au travers par exemple d'une SCI familiale, à l'IS comme tu sens, éventuellement une société civile patrimoniale pour pouvoir avoir justement la possibilité de réinjecter mon cash flow sur de l'investissement et pouvoir transmettre facilement à mes héritiers des parts en fait de cette compagnie. Voilà, écoute, cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, également à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et comme disait un copain, je crois que le maître mot finalement de toutes mes vidéos, c'est que je sais pas toi, mais moi je préfère l'avoir dans la poche.